Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. C'est aujourd'hui qu'a débuté le Conseil national de la refondation promis par Emmanuel Macron. Parmi les nombreux sujets abordés, l'école est une priorité. Alors que peut-on en attendre? On en parle tout de suite avec nos invités. C'est la question sous-jacente à la rentrée scolaire cette année. Comment mieux former les profs? Dans le grand JT, nous recevons Marie Gaucher qui répond justement à cette question dans son nouveau livre. Puis enfin, ce sera l'heure de retrouver Mickaël Dorian avec la chronique Quoi de neuf sur les réseaux. Aujourd'hui, il nous parle d'une cagnotte en ligne pour transformer les enfants en super-héros de la planète. Vous allez tout comprendre dans un instant. Mickaël Dorian qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Mickaël. Bonjour Virginie. Chose promise, chose due, la rentrée des classes était bien au cœur des discussions hier lors du Conseil des ministres. Le ministre de l'Éducation s'était en effet engagé à rendre un rapport détaillé au sujet de cette rentrée 2022 qui avait suscité de vives inquiétudes chez les parents notamment. Ce rapport a donc été présenté hier au président de la République, comme l'a annoncé Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Vous vous souvenez, vous m'avez beaucoup interrogé avant la rentrée, est-ce qu'il y aura des profs, est-ce qu'il y aura des transports, etc. Malgré un contexte de tension évidente sur les postes d'enseignants et sur les postes de chauffeurs de transport scolaire, eh bien la rentrée s'est passée dans de bonnes conditions. Dans certaines académies, la situation est même meilleure que les années passées, alors que les conditions préalables étaient plus difficiles. Tout au long de l'année, une attention particulière sera portée aux élèves vulnérables. Plus 20% de psychologues recrutés. 430 000 élèves en situation de handicap scolarisés, 4 000 accompagnants supplémentaires. Plus de 70% des classes dédoublées en grande section de maternelle et 100% des CP CE1 en REP et REP+. Les profs peuvent-ils aborder librement tous les sujets du programme avec leurs élèves? La réponse semble évidente et pourtant... Ce matin, Yanis Roder, le directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, était l'invité de France Inter. Et ses propos font froid dans le dos, Virginie. Selon lui, dans notre pays, un quart des enseignants s'auto-censurent régulièrement. Écoutez. Effectivement, un enseignant sur deux qui s'est déjà auto-censuré, mais quand on regarde ces chiffres de plus près, c'est un quart des enseignants qui s'auto-censurent régulièrement. Ça veut dire qu'ils sont sous pression, ils se ressentent en étant sous pression. Donc, ils ont en face des élèves qui, parfois, peuvent ne pas accepter ce qui est dit ou ce qui est avancé ça peut être sur la philosophie des Lumières, ça peut être sur la création du monde, ça peut être sur certains épisodes historiques. Voilà, ce sont différents exemples comme cela, mais c'est-à-dire des élèves qui refusent l'ouverture que leur propose l'école. Vous savez, l'école, elle ne demande pas l'adhésion, elle propose l'émancipation. Libre à chacun de la saisir ou pas, cette possibilité d'émancipation. Et là, le problème, c'est qu'on a une partie des élèves qui refusent de s'ouvrir et donc qui refusent de sortir de ce qui les détermine en premier lieu. Voilà, Yanis Roder qui tenait effectivement les mêmes propos ici, juste avant l'été. Mickaël, nous sommes le 8 septembre et c'est la journée internationale de l'alphabétisation. J'arrive pas à le dire. Et c'est aussi l'occasion de rappeler quelques chiffres, Virginie. Aujourd'hui, 86% de la population mondiale est alphabétisée. Elle était à peine supérieure à 20% au tout début du XXe siècle. Ça a donc considérablement progressé. Mais ça veut aussi dire que 14% de la population mondiale ne sait toujours ni lire, ni écrire. Et ça représente tout de même 1 milliard de personnes. C'est considérable, 1 milliard de personnes dont les 2/3 sont des femmes. Il y a donc encore un immense travail à faire de ce côté-là pour continuer à favoriser la scolarisation des petites filles dans le monde. Dans le Missouri aux États-Unis, la fessée est de nouveau autorisée à l'école depuis la rentrée pour punir les élèves. Une décision effrayante prise en juin dernier par l'Académie de Cassville qui a décidé d'autoriser un châtiment corporel avec un ou une élève quand d'autres formes de discipline ont échoué, avec tout de même l'autorisation des parents qui doivent dire s'ils acceptent que leur enfant soit puni avec une fessée, par exemple. Dans l'annonce, il est écrit que la punition physique sera raisonnable. Il s'agit de frapper les fesses avec une sorte de planche de bois. Le châtiment corporel est défini par l'usage de la force physique comme une méthode pour corriger le comportement d'un élève. Le but, maintenir l'ordre et la discipline dans les écoles de l'académie. Et malheureusement, le Missouri n'est pas un cas isolé. Aux États-Unis, 19 États autorisent officiellement la punition physique à l'école. Donc, je répète quand même la phrase, c'est une citation. La punition physique sera raisonnable, entre guillemets. Il s'agit de frapper les fesses avec une sorte de planche de bois.
C'est raisonnable. Voilà, c'est raisonnable. Je ne sais pas quoi vous dire. Mickaël, merci beaucoup pour ces informations. Effectivement, c'était bien de le savoir. Alors qu'il vient de débuter ce jour, ce jeudi, qu'attendre du Conseil national de la refondation, notamment sur le volet de l'école? On en parle tout de suite avec nos invités. Et justement, pour parler de ce fameux comité national de la refondation, je suis ravie d'accueillir en plateau Rodrigo Arenas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député de Paris. Oui. Jérôme Fournier, bonjour. Bonjour. Merci également d'être sur le plateau du Grand JT. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans l'Hérault et secrétaire national SE-UNSA, en charge de l'éducation. C'est ça. Conseil national de la refondation. Attention, les mots sont choisis. Et évidemment, le mot refondation, c'est quand même pas un mot innocent de la part du président. Rodrigo Arenas. C'est pas innocent dans le sens où il essaye de reprendre la main sur notamment une dynamique et une démarche qui a déjà été entreprise par la société civile. Je pense notamment aux organisations syndicales d'enseignants, les fédérations de parents, mais aussi les organisations de lycéens qui ont plein de propositions à faire pour réformer, changer, projeter l'école sur l'avenir. Et on a l'air de faire semblant que rien n'existe alors que tout existe déjà, que tout est défendu, tout est aujourd'hui mis en œuvre, notamment par les enseignants dans les classes, dans les établissements. Donc ce qui serait bien, c'est de ne pas faire semblant que rien n'existe. Et quant à l'acronyme CNR, si déjà on fait le Conseil national de la résistance sur l'école, comme ça existait en 1945, ça serait déjà bien parce qu'il a été profondément abîmé dans le dernier quinquennat. Alors ça choque beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de réactions, effectivement. On l'a vu sur Internet, dans tous les articles et ailleurs, sur Twitter. Est-ce que ça vous choque, vous, Jérôme Fournier, de faire un clin d'œil, de faire un lien avec la résistance et à ce qui était fait, effectivement À titre personnel, et peut-être parce que je suis prof d'histoire géo, je ne trouve pas que ce soit bienvenu. Pourquoi, selon vous? Parce que c'est s'inscrire dans une autre histoire qui n'a pas de lien, à mon avis, avec ce qui ressortira très certainement ou ce qui ne ressortira pas de ce CNR. C'est une usurpation pour vous? Ça y ressemble. Vraiment, oui. On peut aussi penser que, bien comme un monde qui ne va pas, et vous le dites, qu'il faut le repenser, ce serait une façon aussi de reprendre en main les choses, comme ça a été fait à ce moment-là, au moment de la résistance. Est-ce que c'est valable comme point de vue ou pas, Jérôme Fournier? L'école, elle a besoin de changement, c'est évident. Enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent mal et donc on ne peut pas rester en l'état. Alors après, tout dépend ce que le gouvernement voudra faire. Il y a eu beaucoup de réformes déjà, notamment dans le second degré, sur le quinquennat précédent. Si c'est pour tout balayer ce qui a été fait, qui n'a pas été approuvé en plus, qui a créé beaucoup de mécontentement, de fatigue, d'épuisement chez les enseignants, c'est pas ce qu'on demande non plus. Donc il faut faire attention à ça quand même, parce qu'on sort d'un quinquennat compliqué. Alors justement, on va en parler clairement de ce CNR. Pardon, j'insiste sur le mot parce qu'en fait, les mots ont été vraiment très douloureux pour les Français ces derniers temps, aussi bien de la part d'Emmanuel Macron sur la fin de l'abondance, c'est un mot qui a marqué, sur le rationnement de la part d'Elisabeth Borne. C'est pour ça que j'insiste sur le mot toujours de la refondation. Est-ce que aussi, vous qui êtes professeur d'histoire-géographie, c'est pareil, le CNR c'était un mouvement clandestin. Là, a priori, c'est justement un mouvement national et démocratique, républicain, puisque d'ailleurs, le président Emmanuel Macron l'a dit, il y aura déjà une sorte de proposition sur Internet, une façon de pouvoir intervenir si on le souhaite, et puis des référendums possibles à la suite de ce CNR. Donc, qu'en est-il réellement? C'est quoi le sentiment que vous avez? Le sentiment pour nous, c'est le flou. Parce que là, si quelqu'un aujourd'hui est capable de nous expliquer ce qui va vraiment se passer, alors on a quelques bribes aujourd'hui. Demain, un formulaire sur Internet, ça ressemble furieusement à quelque chose qu'on a déjà vu il y a quelque temps. Des débats en région, oui, on l'a déjà vu aussi. Pour être franc, nous, on ne sait vraiment pas où on va. Je ne suis même pas certain que le ministère de l'Éducation nationale sache vraiment où on va. Alors, on ne sait pas où on va, ça revient souvent. Ça a été boudé, ce CNR, par beaucoup de partis, notamment tous les partis de l'opposition, et la NUPES, pour ne citer que. Mais les Républicains aussi, le RN, beaucoup de syndicats également. Pourquoi bouder avant même d'avoir participé quelque part ?
D'abord, sur la méthode, il y a eu dans le quinquennat précédent déjà des consultations de cet ordre-là, avec des citoyens d'ailleurs qui étaient tirés au sort pour certains, qui ont élaboré des propositions qui étaient vraiment intelligentes, qui bousculaient d'ailleurs les choses, et on voit bien que rien ou si peu a été retenu. Donc il y a ce côté de réunir des personnes sous un format quel qu'il soit. Aujourd'hui, c'est les corps intermédiaires qui sont sollicités alors qu'ils ont été rejetés dans le quinquennat précédent. Rappelez-vous, quand moi j'étais représentant d'une fédération de parents, on n'a pas cessé de dire que c'est quand même incroyable qu'on contourne constamment les personnes qui représentent quelque chose, parce que ce soit des syndicats d'enseignants ou les fédérations de parents que je représentais à l'époque, nous sommes issus d'un processus électoral interne avec des adhérents, nous avons une légitimité à parler. Nous n'avons pas été nommés pour exercer une fonction, nous avons une légitimité démocratique. Donc quinquennat 1, Macron, on contourne tous les corps intermédiaires. Aujourd'hui, on essaye de les reprendre, mais avec l'expérience que quand quelque chose d'intelligent sort, on ne reprend pas ses idées. Donc, que Emmanuel Macron fasse déjà ce quoi il s'est engagé. Il s'était engagé dans le quinquennat précédent et dans sa campagne électorale à abaisser le nombre de citoyens pour mettre en place des référendums à 1 million. Nous, on le porte, on propose depuis un certain temps que ce référendum existe, par exemple, sur la question des hyper-profits. Voilà, il y a un débat parlementaire, il y a des propositions qui sont mises sur la table. On n'a pas besoin de réunir des gens pour organiser ce que lui-même s'est engagé à faire. Donc, quand on fait des promesses, qu'on ne les tient pas, et qu'on organise une nouvelle commission Théodule, comme on en a plein parfois dans les institutions, pour enterrer le débat, c'est la question, c'est pas que c'est pas au niveau démocratique, c'est que c'est pas au niveau des enjeux. Aujourd'hui, on parle par exemple de la question du gaz, de l'énergie, oui, etc. On sait en France, parce que c'est interdit par la loi, que par exemple le gaz de schiste est interdit dans notre pays parce que c'est issu de la fracturation hydraulique qui défonce complètement des territoires, qui empêche les populations de vivre, parce qu'il y a eu des vidéos sur internet où les gens allumaient leur eau et qui mettaient un briquet et ça faisait de la flamme, parce que c'est ça dont on est en train de parler. Et on est en train d'organiser la mise en œuvre d'une plateforme pour recevoir le méthane, donc le gaz de schiste au Havre, chez l'ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, alors que c'est interdit en France. Qui ne participe pas d'ailleurs au CNR. Et qui ne participe pas. Donc vous voyez, c'est tout ça aujourd'hui, c'est pas sérieux. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas faire des choix en France qui nous font vivre sans changer nos modes de vie, à condition que le prix écologique, en l'occurrence, soit payé à l'autre bout de la planète. Vous savez, pour ça, il n'y a pas besoin de faire un Conseil national de la résistance. Il suffit juste de faire la refondation. Et c'est là. Ça s'appelle la refondation. Non, je vous dis résistance à propos, parce que en France, il y a une résistance par rapport à ça. C'était en 2012. Moi, j'ai participé à cette résistance où on a empêché justement le gaz de schiste. Donc, vous voyez, on ne va pas refonder les résistances qui ont déjà été mises en œuvre et qui ont déjà été actées par la loi, et surtout aller pourrir à l'autre bout de la planète des situations qu'en France, nous, on ne veut pas vivre. Alors, on l'entend évidemment. Est-ce que vous partagez ce point de vue-là? Mais je mets entre parenthèses une petite question. C'est juste qu'effectivement, on l'entend, mais maintenant que ça arrive et que ces référendums sont possibles, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de dire les choses? C'est une question politique. Moi, je ne suis pas un homme politique, donc l'organisation d'un référendum, c'est pas une demande syndicale. Nous, ce qu'on veut, c'est que les conditions d'apprentissage de nos élèves et les conditions de travail des personnels s'améliorent. On le voit bien, il y a une crise de recrutement, elle a échappé à personne, et s'il y a cette crise de recrutement qui existait avant quand même, c'est pas seulement à la rentrée 2022, mais pour autant elle s'aggrave, c'est flagrant, c'est parce que les conditions d'exercice sont loin d'être les meilleures. Évidemment, elles sont déplorables. On attire moins les étudiants, alors il y a plein de raisons. Il y a une question salariale, bien évidemment, mais il y a des questions de conditions de travail aussi. Voilà, moi, dans mon collège cette année, il y a 30 élèves par classe, voire 31 en 5e, 30 élèves par classe en 6e, 30 élèves par classe en 3e. Voilà, ce n'est pas les bonnes conditions d'exercice. Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à faire avancer nos élèves. C'est ça l'objectif. Alors, référendum ou pas référendum, ce n'est pas une question syndicale. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des améliorations. Alors, est-ce que ça passera par ce CNR? Je vous ai dit tout à l'heure notre doute quant à la capacité d'arriver à des conclusions réalistes, mises en œuvre réellement, parce que c'est ça aussi. Quand bien même le CNR produirait des recommandations, des pistes, je ne sais pas moi comment on peut les appeler, si c'est pour les ranger dans un carton et ne jamais les appliquer, alors que peut-être on aurait trouvé un consensus. Je ne sais pas, ça fait partie de ce que veut le président, trouver un consensus. J'ai un doute quand même qu'avec un panel aussi large, on y arrive. Mais pourquoi pas?
je ne sais pas si c'est la bonne méthode. Pour autant, il faut trouver une solution pour améliorer le système éducatif globalement. Oui, clairement. Gérard Larcher, le président du Sénat, dénonce le contournement du Parlement via ce CNR, justement. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Il a raison sur ce point quand des questions qui veulent être posées dans le cadre de ce CNR sont déjà élaborées par les députés ou les sénateurs. Oui. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a auditionné, moi et mes collègues de la NUPES, on a auditionné l'ensemble des organisations syndicales, les fédérations de parents et aussi des syndicats de lycéens pour faire 2 propositions de loi. Une sur la question du recrutement, parce que c'est une urgence là-dessus. Mais la question du recrutement, c'est pas seulement le nombre d'enseignants, c'est aussi ce qu'on leur demande de faire dans la classe. On n'enseigne pas en 2022 sur juste lire, écrire, compter, ça n'a pas de sens. La somme de connaissances nécessaires est bien plus importante. Évidemment qu'il faut lire, écrire, compter, c'est évident, mais c'est pas que ça. Qu'est-ce qu'on fait avec l'informatique ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'écologie ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'égalité femmes-hommes ? Qu'est-ce qu'on fait avec la question de la laïcité ? Comment on fait ça ? Moi, j'avais des propositions à l'époque d'enseigner le droit et la philosophie dès le plus jeune âge, mais attendez, faut les profs pour faire ça. Ça veut dire que vraiment... C'est aussi la question de la formation aussi des profs. Absolument. Donc on a une proposition de loi qui a été déposée fin juillet par la NUPES sur la question du recrutement. Là, on vient d'en déposer une autre sur la question de la gratuité scolaire. Oui. Il y a que l'ensemble des besoins qu'a un enfant en France sur des questions éducatives ou pédagogiques doit être pris en charge par la puissance publique. Pourquoi ? Parce que quand vous avez par exemple à la maison quelqu'un qui vous apprend, vos parents en l'occurrence, que la place de la femme c'est à la cuisine, vous savez, il n'y a que les enseignants pour enseigner le contraire. Donc l'école est le lieu de l'affranchissement, l'école est le lieu de l'émancipation. Et c'est pour ça qu'en 2014, il y a une loi qui s'appelle la loi de la coéducation, qui donne aux enseignants non pas le droit, mais le devoir d'éduquer aussi nos enfants. Parce que quand les parents enseignent des conneries, excusez-moi de le dire comme ça, d'un point de vue du droit français, bien sûr, d'accord, aux enfants, il n'y a que les enseignants pour le faire. Donc il faut que tous les enfants, qu'ils soient riches, pauvres, du nord, du sud, aient accès au même pack scolaire. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de proposer, non pas sur la gratuité, on appelle ça gratuité, mais c'est le libre accès, c'est-à-dire la prise en charge par la puissance publique du droit commun pour les enfants. Et ça aujourd'hui, vous savez, c'est sur la table, mais il n'y a pas besoin de faire un conseil national de la refondation pour faire ça. C'est sur la table. Sur la table de l'Assemblée, à l'Assemblée. C'est sur la table de l'Assemblée et on le fait, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Nous, on le porte parce qu'il y a une partie qui est programmatique de la NUPES et de LFI, etc. Mais c'est aussi parce qu'on a auditionné les syndicats qui ont plein de propositions à faire et qu'on a intégré dans nos propositions. Je l'entends, mais est-ce que dans ces cas-là, on peut avoir cette proposition de loi, par exemple, à l'Assemblée et au même moment en parler aujourd'hui dans ce fameux CNR ? Mais pourquoi est-ce que vous voulez en parler dans un CNR qui va prendre des mois ? Alors que maintenant, l'Assemblée peut prendre ses responsabilités tout de suite. Il y a une urgence aujourd'hui là-dessus. On ne va pas attendre le CNR pour expliquer que le droit à avoir un enseignant dans sa classe, qui en plus est dans la loi, doit être une priorité gouvernementale. Enfin, excusez-moi. Alors, autrement dit, est-ce que c'est une façon pour le président et ses équipes de récupérer... Gagner du temps, selon vous ? Là, on gagne du temps parce que les solutions, excusez-moi, on les connaît. Les propositions, elles sont connues. Les experts, ils ont dit des milliards de trucs là-dedans. Et la question, c'est le temps. Pourquoi je vous parle du temps ? Parce que on va faire un peu d'écologie, si vous le permettez. Avec en plus, l'UPES, on est écologistes tous. Donc, voilà. Je pense qu'on a tous une âme écologique. Là, ça y est, je pense que l'alarme est sonnée et maintenant... Je pense que depuis le verre d'eau du candidat écologiste en 1974, tout le monde a intégré que l'eau était un problème. Voilà. Bon, c'est super. À la tienne. La question aujourd'hui, c'est que quand vous avez un enfant qui rentre en maternelle en 2022, il va sortir de l'école, s'il va jusqu'à 18 ans, en 2040. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, l'enfant va recevoir une éducation scolaire. Il va recevoir aussi l'éducation des parents et l'éducation aussi de la société, parce que la société aussi éduque un enfant. C'est comme ça. Moi, j'y peux rien. Mal ou bien, mais elle éduque. Par contre, si on regarde les rapports du GIEC ou de Greenpeace ou des associations, on a 3 ou 5 ans pour agir sur le réchauffement climatique. Donc on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tergiverser quand on connaît les solutions. C'est pour ça que je vous posais la question du gaz de schiste. C'est qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. On sait que le tout électrique est une impasse à l'échelle mondiale. Si, par exemple, l'Angleterre devait passer entièrement à l'électrique, ça veut dire qu'elle doit consommer et recevoir entre 15 et 19% de la production mondiale de lithium. Ce n'est pas possible. L'électrique n'est pas une solution. En plus, pour faire les batteries, il faut du cuivre, parce qu'il faut profondément changer le circuit d'alimentation électrique des voitures. Tout ça, ça vient du Chili. C'est-à-dire que concrètement, la France est interdépendante des pays à l'autre bout du monde. Tout ce que je suis en train de vous dire, on le sait. Les enseignants le savent. Ils l'enseignent aux enfants en cours d'histoire, en cours de géographie, c'est-à-dire en cours d'interdépendance.
Mais c'est bien pour ça que les étudiants aujourd'hui, et j'imagine que vous le voyez pendant vos cours, sont extrêmement concernés par la problématique climatique. D'ailleurs, c'est le sujet numéro 1, l'écologie. Oui, c'est intégré. C'est intégré. Dans nos générations aujourd'hui de collégiens ou lycéens, oui, c'est intégré. D'accord. Alors, si c'est intégré pour une nouvelle génération, si c'est intégré pour la classe politique. En tout cas, la NUPES. Mais vous n'êtes quand même pas le seul, pardon. Mais je vous l'accorde. Certains syndicats, peut-être pas tous. Le nôtre, oui. En l'occurrence. Sur les hyperprofits, il y a plein de gens qui sont d'accord maintenant. Non, mais si, on le sait, le rapport du GIEC est très clair, effectivement, à 3 ans. Pourquoi ? Et dernière rénovation, plein d'actions sont menées très très fortes et partout, de résistance, et justement pour alerter. Pourquoi ça ne change pas ? Pourquoi ça ne change pas demain matin ? Parce qu'il faut changer de mode de vie. Et ça fait peur à tout le monde. Oui, mais tout le monde change déjà de mode de vie. Et parce qu'il faut changer les mentalités. C'est long de changer les mentalités, malheureusement. Enfin, c'est pas les lois qui changent les mentalités. Voilà, Rodrigo Arenas parlait du verre d'eau de 1974. On a mis combien de temps à prendre conscience, effectivement, de cette question de l'eau ? Alors, c'est prégnant, là, je sors de mon champ d'activité, en réalité. Mais oui, c'est une question de mentalité. Non, mais voilà, le changement des mentalités, on le voit bien dans l'histoire, c'est long. Alors, il faut des précurseurs, toujours. Il faut qu'il y en ait qui avancent plus vite que les autres et qui entraînent à un moment donné la société dans son ensemble. C'est pas facile, mais après, tout à l'heure, vous parliez du rôle du CNR, si vous me permettez, et par rapport à la place du Parlement, quel était l'objectif ? Est-ce que c'est perdre du temps ? Moi, je me demande si ça va pas être exaspéré aussi. Moi, j'ai pas l'impression que les enseignants ils vont trouver un grand intérêt à ce qu'on aille discuter de ce qu'ils savent déjà. Enfin, on sait déjà ce qui ne va pas. On a déjà des pistes pour améliorer les choses. J'entends ce discours, mais si chacun dit on sait déjà, donc on reste dans nos petits pénates, alors chacun ses pénates, au syndicat, à l'Assemblée, etc. Nous, on y est allé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, mais alors justement, vous y allez, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Si cette concertation existe, c'est justement, et d'ailleurs c'est ce que répond Emmanuel Macron, il dit attendez, vous voulez tous qu'on discute, vous voulez tous, je mets une consultation en ligne, une possibilité de référendum après, je vous propose de discuter, mais 12 représentants, là il y a 52 personnes représentantes des partis politiques, en tout cas de ce que j'ai lu, et syndicalistes, à peu près 12 sont absents. Ces absents qui ont donc forcément tort, dit-il. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Nous, on y était. On y était parce qu'on est invité, parce que si c'est l'occasion d'échanger, de discuter, pourquoi pas. Mais c'est pas pour manger des petits fours, vous y étiez parce que vous avez des convictions. Oui, mais en même temps, on y est allé pour voir et entendre surtout, puisqu'on ne sait rien. On ne sait rien, vous savez tout, vous savez rien. Non, on ne sait rien de la manière dont ça va fonctionner. Si, moi je ne sais pas ce qu'on décidera, c'est pas moi qui décide, de toute façon, et sûrement pas seul. Je participerai peut-être, je donnerai mon avis. Mais si on voit que il n'y a pas le chemin qui est proposé ou la démarche, elle n'a pas de sens, on ne participera pas, probablement, ou on ne participera plus, je ne sais pas, ou peut-être qu'on s'y inscrira. Je ne peux pas vous dire à l'avance, puisque de toute façon, personne ne sait à quoi ça va vraiment ressembler. Je dis même au ministère de l'Éducation nationale, alors que c'est un des 5 thèmes majeurs de ce CNR, le cabinet n'a pas l'air de savoir. Alors, il nous reçoit la semaine prochaine. On va être reçu par le directeur de cabinet de Pape Ndiaye pour nous expliquer comment ils veulent mettre en place sur la question de l'éducation la suite. Alors justement, parlons-en du volet de l'école. Alors on verra, mais ça sera plus intéressant d'aller rencontrer le directeur de cabinet du ministre la semaine prochaine, sûrement, que ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre, donc, parce que c'est le volet de l'école qui nous intéresse en priorité, en tout cas ici, qu'est-ce qu'on peut attendre justement de ce fameux CNR ? On parlait effectivement du rôle des professeurs et de ce qu'on va offrir aux élèves demain comme type de programme, comme enseignement, comme futurs citoyens. Qu'est-ce qu'on peut attendre réellement ? Donc, on a parlé du volet enseignant, donc de la reconnaissance et de la hausse des salaires. Quoi d'autre ? De manière significative et pour demain ? Rodrigo Arenas. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'ils vont continuer à avancer sur ce que moi j'appelle la commercialisation de l'école. Aujourd'hui, les parents, c'est simple, en plus de payer des impôts pour qu'ils aient une école publique digne de ce nom, ils doivent rajouter la carte bleue pour payer des cours particuliers, pour acheter des fournitures qui vont pas bien. Enfin voilà, c'est ça la réalité. Avec une inflation record, des fournitures scolaires qui sont hors de prix. Non mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc ça veut dire que quand vous parlez de gratuité par exemple de l'école, vous avez en face effectivement des familles qui sont à l'agonie, mais toutes les familles, même des plus riches aux plus pauvres.
pauvre finalement, parce que tout le monde s'appauvrit. La question c'est, est-ce que le CNR à la sauce Macron, qui n'est pas le CNR à la sauce résistance post-45, loin de là, c'est pour renforcer le service public ou est-ce que c'est pour le commercialiser? Et là, effectivement, c'est là où c'est choquant entre les deux CNR. C'est que le CNR post-45, c'était la mise en avant du service public, c'est-à-dire la mutualisation des moyens dans le cadre d'un intérêt général, dans un cadre de droit commun. Aujourd'hui, on est sur un droit discrétionnaire. Discrétionnaire en fonction du compte en banque. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand vous allez à l'hôpital, vous mettez votre carte vitale, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, vous êtes soigné. À l'école, c'est pas le cas. À l'école, en fonction du territoire dans lequel vous habitez ou la famille dans laquelle vous êtes né, vous n'avez pas le droit à la même école. Vous savez, en France, il y a 40% des communes qui ne proposent pas de quotient familial pour la cantine scolaire. Tout à fait. Et il y a 40% des enfants des familles défavorisées, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté, qui ne vont pas à la cantine. C'est-à-dire que le système qu'on a mis en place post-45, c'est-à-dire dette sociale, ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus pour seuls et ceux pour qui il est destiné, c'est-à-dire la prise en compte de ceux qui sont en difficulté. C'est pour ça qu'on a besoin de droit commun. On a besoin d'avoir un droit qui fasse en sorte que, quand vous tenez compte des enfants qui vont bien, alors vous tenez aussi compte des enfants qui vont mal. Et quand vous tenez compte des enfants qui vont mal, alors vous tenez compte aussi des enfants qui vont bien parce qu'ils ont tous les mêmes besoins. On a besoin aujourd'hui, si on prend l'exemple de la cantine scolaire, d'avoir des enfants qui apprennent à manger autrement parce qu'on ne peut pas continuer à manger comme avant. C'est juste ça la question. Et la concertation justement avec le ministère de la Santé peut-être aussi et des sports. Sauf qu'ils ne sont pas là-dedans. Sauf qu'ils ne sont pas là-dedans. Aujourd'hui, moi je vous le dis au Parlement, c'est quoi l'orientation? C'est de continuer à essayer de prendre sur les impôts des gens, les taxes, la TVA, etc., pour maintenir sous respirateur artificiel un mode de vie qui n'est plus soutenable. Parce qu'on est tous un peu toxicomanes de la société marchande. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un peu plus d'argent pour continuer à consommer. Sauf que si on continue à consommer, c'est pas possible, parce que la planète ne résiste pas à ça. Donc ce que je vous dis est super compliqué. Aujourd'hui, même nous, parce qu'il y a une urgence, il y a l'inflation, vous l'avez dit, on est sur l'idée qu'il faut... par exemple, taxer les super profits pour que les gens puissent avoir du pouvoir d'achat. Mais regardez ce qui est en train de se passer. On a tous l'essence qui a baissé. Voilà, parce que Total fait un chèque en mode charité, allez, on va vous donner un peu d'argent sur ce qu'on a gagné, ça qu'on appelle les hyper-profits. C'est-à-dire qu'ils ont gagné plus d'argent que ce qu'ils auraient gagné en temps normal, c'est ça qu'on appelle les hyper-profits. Et en plus, c'est nous qui avons payé pendant le Covid, quand vos impôts, les miens, ils ont pris en charge le chômage partiel, etc. C'est-à-dire qu'ils ont fait plus d'argent que ce qu'ils auraient dû faire. C'est ça qu'on appelle les hyper-profits. Et Bruno Le Maire dit ça n'existe pas. Bah écoutez, qu'il aille en cours d'économie, on va lui expliquer très vite ce que c'est. Et en plus, Hélène le reprend. Donc, bon, c'est cadeau, il n'y a pas de souci. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'essence moins chère et vous avez des bouchons. Parce que les gens, on est dans une société du tout bagnole. Et quand vous n'avez pas la bagnole, vous prenez les transports en commun. Et les transports en commun, ils sont saturés parce qu'on n'a pas investi. Le RER B, le RERC à Paris, on supprime des trains en ce moment, etc. Et les gens, ils galèrent pour aller bosser. Donc, c'est-à-dire que quand vous baissez le prix de l'essence, il faut le faire parce que c'est nécessaire à l'échelle de la France, notamment pour toutes celles et ceux qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Je pense notamment à nos compatriotes qui sont en région, ou quand on doit faire des kilomètres dans la ruralité, etc., enfin, sans la bagnole, ça n'existe pas. Donc vous voyez, c'est ça aujourd'hui la question. Mais quand vous êtes en Ile-de-France, eh ben, ce n'est pas forcément une bonne solution parce que concrètement, on est en train de polluer davantage. Et vous voyez, c'est tout ça qui est compliqué. Mais j'entends très bien votre point de vue aussi, Jérôme Fournier, sur la question, parce que je veux revenir vraiment à l'école et ce qu'on attend de ce fameux CNR, justement, pour l'école demain. Je sais que vous me dites que vous n'attendez rien, mais vous avez des attentes, en fait, au-delà du CNR. J'attends pas rien, mais... C'est la configuration même de ces 52 personnes dont vous parliez tout à l'heure, représente 52 associations, partis politiques, syndicats. C'est un monde très divers. Alors il y a peut-être une question qui pourrait être intéressante de débattre, mais je reviens en partie sur ce qui vient d'être dit. C'est celle de l'égalité des chances, l'égalité des parcours. Pour nous, à l'UNSA, c'est fondamental et il est quand même grand temps de s'emparer de cette question-là. Parce que oui, selon où on scolarise son enfant, on n'a pas toujours les mêmes chances, les mêmes droits. Mais voilà, ça fait très longtemps que la question existe. Très longtemps qu'on se la pose. Comment c'est possible? Je ne suis pas certain qu'on se la pose vraiment, en fait. Moi, j'ai quand même le sentiment que pour une part de la société, on l'accepte et pour une autre part, on la subit. C'est-à-dire? Celle qui en profite, si elle en profite, alors elle n'a pas d'intérêt à ce que ça change. Et celle qui la subit, eh bien, elle n'a peut-être pas les moyens de se révolter et de réclamer un changement. Et peut-être qu'avec une représentativité aussi diverse
ça serait peut-être l'occasion de poser cette question-là et d'entendre ce que chacun a à dire. Parce que moi, je suis sûr que parmi ces 52-là, il y en a qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Pourtant, pour nous, pas seulement pour nous, mais au moins chez nous à l'UNSA, c'est une question fondamentale. Mais ça fait partie quand même, sur le site du ministère de l'Éducation nationale, c'est quand même marqué en toutes lettres, le problème de l'égalité sociale, l'égalité à l'école. Que le nouveau ministre le remet en avant, donc maintenant il l'annonce. Alors nous, on va attendre, on veut participer aux actes, car on n'attend pas gentiment que les choses se passent. Mais passons aux actes alors, passons réellement aux actes. Mais ça faisait pas partie du discours du précédent ministre. De Jean-Michel Blanquer et maintenant Pape Ndiaye, effectivement, en parle. Alors, s'il en parle, effectivement, moi je l'ai rencontré comme d'autres ont pu le rencontrer. Oui. Il nous en a parlé. On a le sentiment qu'effectivement, cette question-là lui tient à cœur. Chiche, banco, allons-y. Ok, dernière question tous les deux. Égalité des chances, égalité pour tous à l'école, gratuité de l'école. Je pose les questions qui sont des vraies questions que l'on se pose aujourd'hui. Reconnaissance des professeurs, reconnaissance salariale, reconnaissance du statut. Quoi d'autre encore? Formation des professeurs. Qu'est-ce qu'on attend d'autre de ce CNR? Je parle de l'école. Moi, j'attends qu'ils reviennent, par exemple, sur l'école normale qui existait avant. Parce qu'aujourd'hui, après le bac, vous avez notamment les étudiants qui sont issus des catégories sociales les plus défavorisées, qui ne peuvent pas avoir un parcours jusqu'en master s'ils ne sont pas aidés. Donc concrètement, vous avez des enseignants qui sont dans des catégories sociales supérieures, et on a besoin de mixité sociale aussi parmi les enseignants. Et ça existait avant. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir cette école normale, c'est-à-dire des étudiants qui sont pris en charge et qui ont une allocation pour pouvoir devenir enseignants dans un parcours éducatif, évidemment avec des évaluations, etc., et qui, arrivés à la licence ou au master, doivent des années à l'État pour devenir enseignants. Ça permettra aux enfants qu'on appelle des quartiers, etc., qui sont issus de la pauvreté, pour être clair, de devenir enseignants comme c'était avant. Voilà, moi je souhaite ça. C'est la meilleure garantie d'avoir une mixité sociale dans les classes, et c'est une meilleure aussi garantie de comprendre les enfants qui ont en face d'eux. Et ça, je pense que c'est central. Après, vous savez, comme les polytechniciens, les énarques, les médecins, etc., ils devront des années à la nation. Mais c'est quoi le scandale? C'est-à-dire qu'il y a des catégories sociales aujourd'hui et des filières qui sont l'élite de la nation, qui sont pris en charge, à qui on paye une allocation et qui doivent des années, et pas les enseignants. Mais écoutez, la France, c'est la République. La République, elle fabrique des citoyens, elle fabrique pas des consommateurs. C'est leur responsabilité, et il faut rendre ça aux enseignants. Donc, quand on les paye bien, ça veut dire que les enseignants font partie de l'élite de la nation, et il faut leur reconnaître ça. Je comprends. Jérôme Fournier, tout à l'heure, vous parliez effectivement, pour clore le débat, mais de la pénurie de profs aujourd'hui, l'engagement des contractuels, justement. Est-ce que ça aussi, c'est un vrai sujet qui doit être posé et qui, à mon avis, fait partie du débat, qui a fait partie des débats aujourd'hui et les prochains jours? Oui, c'est un sujet qui doit être posé. Enfin, tous les sujets doivent être sur la table, mais oui, les contractuels, c'est nos collègues. On va pas. Faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, parfois, j'entends. Peut-être pour l'éducation nationale. Eh bien, pourquoi pas. Il faut trouver des solutions. C'est toujours mieux quand même d'être titulaire. Quand même, on a plus de droits que quand on est contractuel. Donc, ce sont nos collègues. Il faut les accueillir, il faut les aider, les former, comme n'importe quel enseignant c'est un métier qui s'apprend comme les autres. Mais pour autant, oui, un concours, bien sûr, pour les aider à intégrer la fonction publique. Et ils auront plus de droits, et c'est quand même légitime. Parce que finalement, plus on a de contractuels par rapport aux titulaires en proportion, plus on crée de catégories d'enseignants ou de personnel, CPE, Psy-EN et ainsi de suite. Les uns qui ont peu de droits et les autres qui, heureusement pour eux, parce que leur statut leur garantit, ils en ont davantage, mais c'est pas acceptable que pour exercer le même métier, on ait cette différence-là. Donc accueillons-les maintenant parce qu'on en a besoin, mais pour autant, permettons-leur d'intégrer la fonction publique. C'est pour nous fondamental. Évidemment, comme toujours, on est pris par le temps, donc on va arrêter cette conversation, mais je vous propose qu'on puisse, si vous avez le temps, et l'un et l'autre, de faire un point à l'issue de ces concertations, de ce fameux CNR, si référendum il y a ou pas, et de voir ce qu'il en découle. De toute façon, on est au jour le jour là, donc on en est en attente, j'imagine vous comme moi, donc, et comme tous ceux qui nous regardent d'ailleurs. Donc bon, voilà, faisons le point, espérons en tout cas que ça fasse avancer les choses. Merci Rodrigo Arenas d'avoir été avec nous, député de Paris, NUPES, et Jérôme Fournier, merci beaucoup d'avoir également été avec nous, professeur d'histoire-géographie, donc dans l'Hérault. Dans quelle ville exactement? À Paulan. À Paulan, voilà. Et secrétaire national SE UNSA, donc en charge de l'éducation. On marque une courte pause et on revient.
plateau des profs, des élus, des parents et bien évidemment des élèves. Vous avez la parole. Chaque jour dans le MAG, je compte sur vous. En compagnie de spécialistes et d'invités, je vous propose de découvrir ces technologies qui font bouger le monde de l'éducation. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Tout au long de l'émission, on échange sur la mode, la culture, la psychologie à travers nos rendez-vous hebdomadaires. Nos chroniqueurs et moi-même, nous vous proposons des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur ses souvenirs en tant qu'élève. Elle partagera ses anecdotes et sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. À bientôt sur School TV. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Marie Gaucher. Bonjour. Et merci de m'accueillir dans votre émission. Merci Marie, enchantée. Alors vous êtes l'auteur de Devenir formateur d'enseignants aux éditions ESF Sciences Humaines. Vous avez été professeur des écoles et notamment maître formateur. Votre livre est parfaitement d'actualité puisque aujourd'hui le vrai problème se pose sur la formation des professeurs. Et quand vous voyez les professeurs qui sont appelés les professeurs contractuels et qui ont une formation de 4 jours, évidemment j'imagine que cela vous fait réagir. Non, réagir, non, parce que je n'ai pas à le faire. Je ne suis pas assez bien placée, bien située pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à ce que j'explique dans mon ouvrage. Dans mon ouvrage, j'explique que c'est une construction professionnelle longue, qui a un tapis étudié, qu'il s'agit également de pratiquer une analyse, une réflexion à partir de sa pratique et prend du temps. Alors, la formation, pour vous, en quoi consiste-t-elle et combien de temps, en fait, ça prend une vraie formation pour qu'un professeur puisse à la fois enseigner devant des élèves de cours de CP comme de 5e, par exemple? Alors ça n'est pas moi qui l'ai défini. C'est défini. Il faut à la fois avoir un master. Déjà, bon, c'est mieux si c'est un master mieux, c'est-à-dire un master qui est fait, qui est pratiqué à l'INP. Et ensuite, il faut un temps de formation professionnelle, ce qu'on appelle le temps de stage en tant que fonctionnaire stagiaire. D'accord, mais quand vous formez les enseignants, vous faites une mission pour essayer de leur expliquer comment faire pour, et d'ailleurs le mot est assez fort derrière, pour devenir formateur, maître formateur ou conseiller pédagogique, il est indispensable de changer de posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, on se met dans la situation du formé et de celui qui forme, c'est ça, systématiquement? C'est surtout que la différence n'est pas si grande que ça. En fait, on passe de la pédagogie, construire l'enfant, à l'andragogie, construire l'homme, enfin ou la femme. D'accord. Mais comment? Alors, d'accord, ce sont de très jolis mots que je comprends très bien, mais ça, concrètement, cela consiste en quoi? C'est-à-dire qu'on passe d'enseigner à un élève, qu'on veut devenir formateur, on passe d'enseigner à un élève à construire professionnellement un enseignement. Donc c'est forcément un changement de posture. Face à un adulte, il y a des prérequis de la part de cet adulte, des doxas, il y a une formation qui est différente selon les masters, justement. Et donc, il faut tenir compte des besoins réels du formé.
Ce sont des problématiques qu'on rencontre évidemment dans toutes les formations professionnelles. La particularité peut-être de la vôtre, c'est que vous formez des enseignants, vous formez des personnes qui vont être amenées à former d'autres gens, même si c'est des enfants. Oui. Ouais. Donc ça demande également de maîtriser la pédagogie, c'est évident. Alors justement, est-ce qu'ils sont assez formés sur le plan émotionnel? Car pour être professeur, on le sait, l'étude, la pédagogie sur l'émotion est très importante. La construction, et c'est Mérieux qui le disait très bien dès 1989 dans Enseigner scénario pour un nouveau métier, c'est une réflexion métacognitive. Donc il faut absolument que l'enseignant se détache et recule, sache décrire ce qu'il fait avec des mots pour pouvoir mener une réflexion sur ce qu'il a fait. Savoir se regarder travailler. D'accord. Une analyse, on pourrait dire peut-être psychologique aussi de la situation ou de lui-même? Oui, c'est une analyse de pratique, oui, de soi-même en tant que professionnel. Donc on va étudier le soi, le surmoi, etc. On va être vraiment dans l'aspect psychanalytique? Non, ça n'est pas le travail du fond. Je pense que là, il y a des techniques qui sont un peu au bord de ça, mais on ne doit pas passer la barrière. Ça doit rester une étude de la psychologie du formateur ou de l'enseignant. Faut-il avoir été enseignant pour justement être formateur d'enseignants? De toute façon, il faut, ceux dont je parle, oui. Pas ceux qui sont formateurs en INSP. Les formateurs en INSP sont des enseignants du secondaire ou des enseignants universitaires qui ont demandé à être enseignants en INSP. D'accord. De fait, ceux auxquels s'adresse mon ouvrage ont forcément été enseignants avant. À la fin de ces examens, les formateurs doivent livrer un rapport. Qu'est-ce qu'on va retrouver justement dans ce rapport? Un rapport? Non, j'ai compris ça, qu'il y avait un rapport qui était rendu à la fin, non? Un rapport des enseignants. Il y a un mémoire, une analyse réflexive. Je dis un rapport. Un mémoire, pardon. Le rapport qui est fait, il est fait par ses formateurs. D'accord. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ce rapport en question? C'est la conformité au référentiel de compétences du professeur des écoles. C'est-à-dire, ça atteste que l'enseignant a bien atteint les compétences qui sont demandées par la circulaire d'origine. Oui, donc ça veut dire que vous êtes en phase aussi avec les établissements avec lesquels vous travaillez, j'imagine. Avoir été formé par vous? Général, oui. Voilà, c'est général, c'est l'établissement, c'est l'éducation nationale. Vous formez des enseignants depuis combien d'années, Madame Gaucher? 15 ans. Est-ce que vous sentez que les candidats sont moins nombreux depuis ces derniers temps? De toute façon, les chiffres le disent. Ils sont bien présentés moins longtemps. Ils sont un peu débordés par la quantité de choses qu'on leur demande de faire en même temps, parce qu'il y a eu un temps où la formation professionnelle et le Master 2 étaient faits en même temps. Donc, comme ils étaient obligés de mener les deux ensemble, ça leur faisait une surcharge de travail terrible. Alors en tout cas, si vous voulez tout savoir, effectivement, devenir formateur d'enseignant, je vous conseille le livre de Marie Gaucher, Comprendre les missions, travailler les postures, accompagner les enseignants, préparer les concours, voilà, aux éditions ESF Sciences Humaines. Merci beaucoup Marie Gaucher d'avoir été avec nous, professeur des écoles, maître formateur, directeur d'école d'application. Bref, vous avez enchaîner, cumuler les postes. Merci d'avoir été dans le Grand JT de l'Éducation pour nous éclairer davantage sur la question de la formation des enseignants. C'est moi qui vous remercie. Allez, Mickaël Dorian, c'est à vous à nouveau. C'est votre heure.
Alors Mickaël, vous nous parlez ce soir d'une cagnotte en ligne qui transforme les enfants en super-héros de la planète. J'adore l'idée. Oui. Virginie, saviez-vous que selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un enfant reçoit en moyenne durant son enfance 350 cadeaux. Par jour ? Non, durant son enfance. 350 durant son enfance. Alors, entre les anniversaires, les Noëls, les fêtes diverses et variées. Alors, bien sûr, il y a des enfants qui sont beaucoup moins gâtés que ça et d'autres plus. C'est une moyenne, mais 350 cadeaux, c'est énorme, quand même. C'est énorme. Ouais. 350 cadeaux à stocker au fil des années. Et surtout, sur ces 350 cadeaux, combien sont vraiment utiles ? C'est la question, c'est la question. Alors, si vous aussi, vous en avez marre des cadeaux qui ne servent à rien et qui prennent de la place, il y a désormais Tribi. Tribi, c'est une cagnotte en ligne qu'on décide d'ouvrir, par exemple, pour l'anniversaire d'un enfant. Mais la particularité de Tribi, c'est que c'est une cagnotte généreuse. Généreuse, ça veut dire ? Alors, le principe est simple. L'enfant utilise 90% de la somme récoltée dans sa cagnotte pour s'acheter un ou deux cadeaux qui lui plaisent vraiment, et il dirige ensuite les 10% restants vers une association qui lui tient à cœur. 10% c'est le minimum, il peut même décider avec un curseur d'en diriger une plus grosse partie. Explication et démonstration avec un petit garçon dont on ne connaît pas le prénom, mais qui lui a très envie de venir en aide aux pandarous. Regardez. Alors toi tu irais plutôt sur quoi ? Sur tes rames. D'accord, lequel ? Les pandarous. Et moi j'aimerais bien protéger les pandarous parce que c'est une espèce en voie d'extinction, je les trouve mignons et c'est un petit peu par notre faute qu'ils meurent. Tribi, ce qui est bien, c'est que chaque personne de ta famille, au lieu de t'offrir un petit cadeau, ils mettent chacun un petit peu d'argent et à la fin avec tout ce que tu as, tu choisis combien tu prends d'argent pour la collecte et combien pour toi. Moi j'aimerais bien m'acheter un jeu Switch, avec l'argent je garde et protéger les pandarous avec ce qui me reste. Alors ce petit garçon a choisi donc d'aider les pandarous, il aurait pu choisir autre chose. Les associations proposées par Tribi sont classées en 3 catégories, en 3 tribus en fait, comme Tribi. Vous voyez le... Alors, ça va, ça arrive au cerveau. Je vous remercie, Mickaël. Les Océanos, c'est la tribu des mutants protecteurs des océans. Les Terrans, c'est la tribu des elfes défenseurs des animaux. Ou les Mataki, la tribu des sorciers amis des plus fragiles. Vous avez remarqué, il y a un petit côté Koh-Lanta. Oui, on va faire une petite ode à Koh-Lanta et notre ami Denis Brognard. Comment est née cette idée géniale ? Alors derrière Tribi, il y a 2 amies qui sont aussi 2 mamans, Cécile Flamand, la fondatrice, et Gwendoline Brood-Hou, qui est la cofondatrice de Tribi. Toutes les 2 sont parties du même double constat. Le premier, au moment de fêter les anniversaires de leurs enfants avec les copains d'école, ils invitent à peu près une dizaine de personnes à chaque fois. Ça fait donc une dizaine de cadeaux. Et dans les cadeaux, il y a des doublons, des cadeaux qu'ils n'aiment pas vraiment, des livres qu'ils ne liront probablement jamais, sans parler des emballages, du plastique, bref, un grand gâchis environnemental. Et puis deuxième constat de ces mamans, quand à l'inverse, leurs enfants étaient invités à des anniversaires et qu'il fallait trouver un cadeau de dernière minute, là aussi c'était une sacrée galère. Et puis sans oublier le fait que les enfants, vous le savez, sont de plus en plus sensibles à l'environnement, qu'ils ont envie d'agir à leur échelle, mais qu'en général, ils ne savent pas comment procéder. Alors pourquoi Tribi en particulier ? Alors Trib, on le disait, c'est le côté tribu, il y a un petit côté Koh-Lanta derrière tout ça, et puis Bee, c'est l'abeille en anglais. Bzz, voilà, Bee, c'est comme l'abeille en anglais. Non, je vous laisse seule là. Un élément crucial pour la biodiversité de notre planète. Les abeilles, on en a besoin évidemment. Alors 90% des sommes récoltées donc, servent à acheter le cadeau, et 10% pour une assoce. Là, le principe paraît absolument génial. Et comment se rémunère la plateforme du coup ? Est-ce que l'inscription est payante ? Pas du tout, l'inscription est gratuite. La plateforme ne prend pas non plus de commission sur l'argent récolté comme c'est le cas pour d'autres cagnottes. Gwendoline Brood-Hou est la cofondatrice de Tribi. Elle a répondu à mes questions par téléphone et m'a notamment expliqué la solution étonnante trouvée par Tribi pour gagner de l'argent. Écoutez. En fait, on a voulu que 100% des dons aillent aux associations. Et donc, pour ça, il a fallu trouver un modèle économique, parce qu'il faut bien qu'on vive, non ? Et donc, on a parié sur la générosité des enfants et des parents, bien sûr. Et ça veut dire qu'en fait, chaque personne qui participe à une cagnotte peut, si elle le souhaite, laisser un pourboire à Tribi. Et pareillement, celui qui a créé la cagnotte, à la fin, avant de récupérer l'argent, peut également laisser un pourboire à Tribi. Et le montant des pourboires est supérieur à ce qu'on avait imaginé au départ, donc tant mieux. On a fait le bon pari et les enfants sont très très généreux avec nous.
Oui, les enfants et les parents sont généreux. Gwendoline Broudou qui me disait que 87% des utilisateurs ont jusqu'ici laissé un pourboire, et à noter que Tribi se lance aussi depuis peu dans les cagnottes d'entreprise et propose donc aux sociétés de disposer de leur propre plateforme de cagnotte à leur couleur avec leurs propres associations partenaires à l'intérieur. J'adore cette idée, c'est vachement sympa je trouve. C'est bien pour Noël aussi, ça peut fonctionner, hein, j'imagine. C'est pour top. Toutes les fêtes où il y a des cadeaux à faire. Et donc le site c'est kids.tribi.fr. Donc kids, kids.tribee.fr. Je vous l'ai faite, je sais que vous avez fait bien la peine. Oui, très bien. Merci Mickaël. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Alors, ce qui est passionnant au tout début de l'ouvrage, c'est que vous partagez avec les lecteurs presque je ne sais pas si c'est un étonnement, une joie. Vous exerciez depuis un certain nombre d'années quand arrive le 21e siècle. Oui. Et là, vous dites, il y a un tournant. Jusque-là, on apprenait que le cerveau, c'était le siège de 3 fonctions, intellectuelles, motrices, sensorielles. Et là, on découvre que... Eh bien, oui, j'ai été bouleversée et extraordinairement heureuse de savoir que, en fait, le cerveau qu'on croyait uniquement dévolu à ces 3 capacités, en fait, une grande partie du cerveau est dévolue aux émotions et aux relations. Et les émotions au XXe siècle étaient considérées la plupart du temps comme gênantes. Et les relations, personne ne nous a jamais appris comment avoir des relations satisfaisantes. Et bien maintenant, on sait que travailler sur nos émotions, apprendre à avoir des relations satisfaisantes, c'est quelque chose d'essentiel pour tous les humains. Et alors, quand vous dites ça, c'est pas juste parce que tout se passe dans notre cerveau. On parle de molécules, on parle de matière grise, enfin on parle de phénomènes chimiques, biologiques et autres. C'est hyper concret, c'est ça que je veux dire. C'est pas de la magie. Les chercheurs du monde entier s'accordent tous pour dire que toutes les relations qu'on a avec les enfants vont modifier de façon très profonde le cerveau des enfants, au niveau des molécules cérébrales, des neurones, donc de la substance blanche, la myéline, les synapses, les circuits neuronaux et les grandes structures cérébrales, et même l'expression des gènes. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de parler science, on n'est pas en train de parler opinion, on n'est pas dans les croyances là, on est dans des choses qui sont observées avec des IRM, mais c'est de la science pure et dure. Moi, je ne suis pas une chercheuse, je suis une clinicienne, mais ces chercheurs qui ont publié dans les plus grandes revues internationales concordent tous pour dire que toute relation va impacter durablement le cerveau des enfants. Et pourquoi plus le cerveau des enfants? Parce que le cerveau des enfants, plus malléable. Il est beaucoup plus fragile et malléable. Regardez, les docteurs, on va faire un petit test. Jusqu'à quand on est un enfant, Emma? Bonjour Emma. Bonjour. Avant qu'on se retrouve. Moi, je suis toujours un peu un enfant. Ok, d'accord. Voilà. Bon. Super, vous n'avez pas encore 25 ans. J'ai appris en vous lisant que le cerveau, il se forme jusqu'à 25 ans. Pour avoir un cerveau adulte, c'est au moins jusqu'à 25 ans. Il y a au des moins. chercheurs Chez l'homme, c'est 35, mais bon, bref. Voire au-delà. Il y a des chercheurs qui disent même 30 ans. C'est-à-dire que oui, avoir un cerveau réellement adulte, c'est 25-30 ans. Et tout ce qu'on va faire en virtuel aura un impact sur le réel. Et donc voilà, donc moi je pense qu'il faut être vraiment très prudent. Il faudra être aussi que les écoles, et pour moi c'est de la pédagogie, c'est pour ça que les écoles... c'est pour ça qu'on est là, mais c'est vrai que les écoles ont un rôle, et pas les écoles, on ne parle pas de ceux qui sont en post-bac, on parle de tout le monde. La pédagogie doit être universelle pour ça, parce que ça c'est des trucs nouveaux, et donc je pense que ça doit concerner aussi la formation continue. Il faudra être très pédagogue et faire un peu de géopolitique, un peu dans les métaverses, parce que je pense que c'est des cours qui pourront avoir un très grand intérêt. Je crois qu'en plus, quand on souhaite devenir éducateur spécialisé, il faut s'accrocher parce qu'il y a de la sélection. Il y a de la sélection, tout à fait. Alors, ça a changé un petit peu depuis qu'il y a Parcoursup, mais effectivement, la sélection se fait essentiellement sur dossier, principalement. Donc, il faut avoir un dossier quand même assez intéressant. Et puis, certaines écoles demandent des lettres de motivation. Enfin, voilà, ça dépend des écoles, mais oui, bien sûr. Et le concours, il est relevé, si je puis dire. Il est difficile, en tout cas, j'imagine qu'il faut bien le préparer. Voilà, il faut pouvoir, en fait, ce qu'on recherche, moi, quand j'étais jury de concours, c'était surtout voir si en face de moi, j'ai un élève, un étudiant qui est en capacité de réfléchir tout simplement, de se remettre en question, d'argumenter, d'analyser. C'est ça qui est important, parce que quand on accompagne l'autre, il faut qu'on comprenne quelles sont ses difficultés, qu'on analyse ses difficultés, qu'on trouve un objectif à atteindre pour l'aider à avancer et qu'on mette des choses en place derrière pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc voilà, il faut être en capacité quand même de pouvoir réfléchir un minimum. Vous allez chercher beaucoup sur leurs qualités, vérifier les qualités et leurs sources de motivation. Alors souvent, quelles sont-elles auprès des jeunes que vous voyez, sur des jeunes, si jeunes que ça?
Quelle motivation? Très souvent, c'est j'ai envie d'aider. Voilà, j'ai envie d'aider. Et c'est en même temps ce qui nous motive tous aussi. Mais c'est vrai que voilà, les bacheliers... très souvent arrivent en école ou passent le concours, c'est vrai qu'ils ont du mal à définir un petit peu les contours du métier. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est peut-être d'essayer de trouver des endroits où il y a des éducateurs et de rencontrer des éducateurs pour comprendre un petit peu en quoi ça consiste. Et à Bac+3, on a la maturité. C'est quand même beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup de responsabilités, mais moi je pense que la maturité, elle ne dépend pas de l'âge, en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vu des étudiants qui avaient 18 ans et qui avaient la maturité, qui étaient en capacité d'accompagner, qui avaient les épaules. Et puis j'ai vu des étudiants en cours d'emploi qui ont 40 ans et qui n'ont pas du tout la maturité. Donc voilà. On veut des noms. Justement, quelle est la place des stages au sein de cette formation? C'est une formation vraiment professionnelle. Donc moi, c'est ça que j'ai apprécié quand j'étais étudiante et que je trouve qui est très riche pour les étudiants. C'est que tout au long du parcours, il y a beaucoup de stages, donc c'est presque la moitié en cours, la moitié en stage, qui permettent de se confronter à la réalité du terrain aussi. Et c'est vrai que depuis qu'il y a Parcoursup, maintenant aussi, on voit aussi beaucoup d'étudiants qui abandonnent à la première année parce qu'en fait, ils ne s'imaginaient pas ce que ça représentait. Mais c'est ça qui est important, les stages, c'est on va se confronter à la réalité du terrain pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Et puis, on va progressivement, les stages, ils vont monter en responsabilité. En troisième année, on appelle ça un stage à responsabilité, qui permet vraiment là de prendre une place d'éducateur, même si on est toujours étudiant, avant d'être lancé dans le grand bain et de diplômé. Au quotidien, c'est nécessaire de le faire. Et en plus, les gestes et nos actions peuvent être relativement simples. On n'a pas à faire, à changer totalement d'attitude, en tout cas de comportement quotidien pour pouvoir y arriver. Il suffit juste un truc tout simple. Quand on sait qu'on va s'absenter, les appareils en veille, ils ont, quand on laisse une box en veille tout le temps, ça prend, on peut économiser déjà 20 à 30 euros par an. On peut utiliser ces euros comme on peut. Mais surtout, ça consomme plus qu'un téléviseur ou un réfrigérateur. Donc si on a ce réflexe-là, parce que je pense que quand on est absent de son appartement, on n'a pas spécialement besoin d'avoir sa box allumée, l'éteindre et aussi, donc peut-être c'est aussi les opérateurs de pouvoir aussi faire des économies d'énergie. On n'a que des petites actions et des petits gestes à faire pour pouvoir aller vers cette sobriété. Et ça commence par des petits gestes, plus petits gestes, plus petits gestes. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Sandra, bonjour. Bonjour. Avec la rentrée, on entend de nouveau parler de reprendre les bonnes habitudes alimentaires. Pour certains, il s'agit simplement de les prendre. Bref, de manger équilibré. Mais qu'est-ce que c'est vraiment manger équilibré pour les enfants? Puis si vous voulez, comme... voilà, vous avez déjà la pédiatre en face de vous qui dit oui, c'est important ce qu'elle va dire, Sandra. On va voir si la pédiatre est d'accord avec ça, j'ai peu de doute là-dessus quand même. C'est pas facile avec les enfants. Ouais, vous allez nous expliquer comment on fait de l'éducation positive avec les fruits et légumes. Bon, déjà, il est important de comprendre que ce n'est pas compliqué en soi de manger équilibré. Alors après, il y a des petites techniques, effectivement. Ça demande un minimum d'organisation, ça c'est certain. Il faut comprendre que les professionnels de la nutrition, quand ils parlent de manger équilibré, ce qu'ils veulent dire, c'est apporter les nutriments essentiels à l'organisme. C'est ça, manger équilibré. C'est pas une envie comme ça d'embêter les enfants. Alors concrètement, quand on parle d'équilibre sur un repas, on demande à ce que l'enfant ait un aliment de chaque groupe d'aliments dans son assiette. Ça, c'est la théorie. Vous les connaissez, les groupes d'aliments, Emmanuel? Oui. C'est vrai? Oui. Il y a les frites, les pommes de terre sautées, les pommes de terre au four. Et puis sinon, il y a le steak tartare, il y a le steak haché avec un œuf à cheval. Bon, il y a déjà 2 groupes d'aliments, là. C'est pas ça. C'est pas vraiment ça, non? Mince, je me suis fait avoir. Heureusement que je suis là, n'est-ce pas? Non, je crois qu'il y a une notion de pyramide alimentaire, n'est-ce pas? Bien sûr, voilà. Pyramide alimentaire, elle existe sous différentes formes. Maintenant, il y a aussi sous forme de cercle, etc. Il en existe plusieurs. Moi, je suis un peu vieille école, je reste sur ma pyramide alimentaire. C'est très simple. Ce qui est en bas de la pyramide alimentaire sont les groupes les plus essentiels, et plus on monte, moins c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette pyramide alimentaire? On va retrouver le groupe des VPO, viande, poisson, œufs, un petit peu de théorie. Donc c'est des protéines, ça. Ça apporte effectivement des protéines qui servent, je traduis très très simplement, à la fabrication musculaire, renouvellement des cellules musculaires. Alors c'est un groupe qu'il faut quand même limiter chez l'enfant parce qu'on sait qu'il y a des risques de surpoids et d'obésité à l'âge adulte. Alors c'est vrai que les quantités diffèrent en fonction de l'âge de votre enfant.
Ensuite, nous avons le groupe des légumes et fruits, mon préféré. Je le savais, puisque vous citiez les frites, qui ne fait pas du tout partie de ce groupe-là, mais c'est pas grave. Les légumes et les fruits, courgettes, salades, pommes, fraises, framboises. Ce groupe va apporter des fibres indispensables pour le transit, de la vitamine C, entre autres, de l'eau. Une tomate contient par exemple 94,5% d'eau quand vous mangez une tomate. Un peu comme la salade verte en fait, voilà. On boit quoi. On s'hydrate en tout cas. Voilà, on mange de l'eau. Nous avons le groupe des produits céréaliers. Les produits céréaliers, oui. Également appelés les féculents. Donc les fameux féculents, où on retrouvera effectivement vos frites, Emmanuel. Mais bon, là c'est un féculent un peu gras, mais les pommes de terre, les pâtes, les légumes secs, tout ce qui est... Vous avez regardé des vidéos, vous avez vu comme le fait de l'éducation positive, elle regarde avec beaucoup d'empathie, genre je vais pas les partir méchamment, mais vraiment il faut qu'il arrête les frites quoi. Non mais dit comme ça. J'ai écouté le docteur. Et donc ça c'est les glucides, c'est ça que ça va apporte des glucides effectivement pour le fonctionnement du corps, l'énergie, les groupes les vitamines du groupe B, pour le système nerveux, des fibres aussi dans les légumineuses, c'est important. Les produits laitiers qui sont produits laitiers qui sont nos amis qui font la vie, c'est ça. Oui, les produits laitiers, fromage blanc, petit suisse, fromage et autres. Calcium, moi j'ai en tête. Calcium et surtout, et c'est là où je vais insister, ne donnez pas de produits laitiers à 0% à vos enfants parce que c'est dans le gras du produit laitier qu'il y a la vitamine D. Et la vitamine D, elle sert à fixer le calcium sur vos os. Donc c'est un contresens absolu. C'est un contresens absolu, sans parler du fait que le goût moyen pour les 0%. Le groupe des matières grasses. Oui, mais il en faut. Il faut surtout pas les supprimer chez vos enfants, c'est important. Beurre, huile, ce qu'il faut, c'est les varier. Ça va apporter différentes vitamines A, E, D pour les jolis petits noms. Des acides gras essentiels, les fameux oméga 3 dont on entend parler dans certaines huiles, comme le colza, entre autres, par exemple. Il faut varier en fait les sources d'huile chez votre enfant. Les boissons, la seule boisson indispensable est l'eau. Parfait. L'eau, elle contient bien sûr des minéraux. On rappelle que l'AFSA, qui est l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, précise bien que l'eau du robinet peut convenir, avec des exceptions effectivement si on parle du bébé. Les bébés, c'est ça, on fait un peu attention. Là, il faut un peu demander en mairie un peu la composition. Et les produits sucrés. Ah, quand même. Et oui, ils arrivent. Alors, ils font partie. Je me disais, elle n'est pas si positive que ça, elle fait semblant. En plus, c'est non indispensable à la vie, donc c'est le seul groupe qui n'est pas indispensable au goût et au plaisir, ça on se l'accorde là-dessus. Attention à tout ce qui est sucré et gras, tout ce qui est de la famille de la biscuiterie, de la pâtisserie. On évite. Ou alors on le fait avec modération. C'est tout en haut de la pyramide en fait. Concrètement, ça donne quoi? Si vous pouvez donner un exemple de repas équilibré pour un enfant? On va faire simple. Petite salade de tomates en entrée, un plat de pâtes avec un steak haché, pourquoi pas. On n'est pas obligé de faire du très compliqué. Un fromage blanc avec quelques petites framboises et de l'eau à volonté qui accompagne tout ça. On est bon. En gros, dans l'assiette, s'il y a quelque chose que vous devez retenir, en gros, un demi de l'assiette sont des légumes, un quart des féculents, un quart la protéine. C'est vraiment en gros, c'est pour juste que ça soit simple. Et ça se fait sur un repas, l'équilibre, on peut pas... Eh bien, je pense que vous avez... Faire des moyennes. Et oui, alors ce qui est important de préciser et de comprendre aujourd'hui, c'est que oui, je vous parle de l'équilibre sur un repas. On sait désormais que l'équilibre peut se faire sur la journée, voire même sur la semaine. N'ayez pas peur si vous avez fait un fast-food avec votre enfant ou un sandwich vite fait comme ça, quoique des fois les sandwichs sont très équilibrés. Oui, il y a des sandwichs très... Oui, on peut les faire très très bien. Mais sachez que l'enfant va simplement rééquilibrer, enfin vous allez rééquilibrer pour votre enfant dans les jours qui suivent. Je veux vraiment qu'on comprenne qu'un enfant, c'est pas un robot, c'est pas parce que j'ai dit tel groupe qu'il faut faire tout de manière hyper carrée. Il faut qu'il y ait le plaisir aussi, c'est important. Donc oui à l'équilibre alimentaire, mais non pour en faire une règle stricte à la maison. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci Mickaël. Merci Virginie. L'abeille. Très bien. À demain. Non, mais on reparle de Tribi quand même, super cagnotte, donc où effectivement les enfants se transforment en super-héros et versent 10% de cette cagnotte à une association. De leur choix. Voilà, de leur choix pour la défense de la planète. Donc vachement chouette. Merci à toute l'équipe de School TV, à la réalisation aujourd'hui Xavier Sanchez, au son Alexis Oustabassidis, à la rédaction Emma Guessel et Agathe Delannoy et au maquillage Laure Audemont. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez, on vous répond. C'est juste pour Agathe, c'est juste pour toi. Je sais que tu l'aimes celle-là. Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com. Ciao.